Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Premier invité d'Europe 1 Soir, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Bonsoir Philippe Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec moi dans ce studio. Premier invité d'Europe 1 Soir. Vous êtes, je le disais, vous avez été en poste de 2019 à 2023. Vous avez donc connu la fin de Trump 1 et évidemment l'administration Biden juste après. Cette riposte aux frappes américaines, cette riposte iranienne, qu'est-ce que vous en pensez elle était prévisible, j'imagine? Oui, les Iraniens l'avaient annoncé et quelque part, par rapport à la réputation de ce régime, il devait montrer qu'il réagirait. La question est de savoir quel est le type de réaction. Il va falloir analyser ces frappes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de réaction? Alors, il y a deux... Alors, pour être un peu caricatural, moi je vois, je peux me tromper, mais je vois deux possibilités. Des frappes pour montrer qu'on frappe. Et apparemment, donc, le Qatar vient de dire que l'attaque iranienne n'a pas fait de dégâts. C'est-à-dire le Qatar qui est visé, alors que c'est pas le pays le plus hostile à l'Iran dans la région. C'est là où il y a des bases américaines importantes. Mais c'est là qu'il y a la base de Al-Udeid, qui est le commandement central aérien dans la région des États-Unis. Donc premier type de... Je comprends qu'il peut y avoir en ce moment même d'ailleurs d'autres attaques contre d'autres pays. On attendait notamment qu'il se passe des choses en Irak. C'est un temps réel, c'est arrivé il y a 10 minutes. Voilà. 10 missiles ont été envoyés vers les bases américaines. Donc vous dites première possibilité, frapper, pour montrer qu'on est fort et qu'on frappe. Voilà, et deuxième possibilité, frapper vraiment pour atteindre pour se venger en quelque sorte, pour œil dent pour dent et pour tuer à ce moment-là, et mettre le président américain dans une position où il ne peut pas faire autrement que, comme il l'a annoncé d'ailleurs, il y aura une escalade par de nouveaux bombardements américains. Là, bon, le président Trump est dans salle de crise, les Américains autour de lui sont en train d'évaluer la situation. De nouveau, la balle va être dans son camp. Il va falloir qu'il décide comment il réagit à la réaction iranienne. C'est ce qu'on appelle un risque d'escalade. On l'avait annoncé. Le fameux risque d'escalade que dénonce Emmanuel Macron d'un côté, en conférence à Oslo, en disant qu'il n'y avait pas de légalité à ces frappes, et puis d'un autre côté, diamétralement opposé, Donald Trump qui annonce MIGA, Make Iran Great Again. Ça, c'est intéressant parce que il a pris un peu à contre-pied, comme cela arrive très souvent, ses ministres, ses conseillers qui affirmaient les heures précédentes, pas de changement de régime. Et puis alors, de même que finalement, la semaine d'avant, il avait évolué vers des frappes américaines en complément des frappes israéliennes. Il avait dit 2 semaines, puis finalement, ça a surpris tout le monde dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Là, on a l'impression d'un nouveau déplacement. En fait, venant d'Israël, c'est assez logique parce que Israël estime qu'il faut aller jusqu'à un changement de régime pour être entre guillemets tranquille, d'autant plus qu'on n'est pas sûr d'avoir détruit le potentiel nucléaire iranien. On n'est pas sûr du tout. Il faut savoir exactement à quoi ont servi ces frappes, notamment américaines. Du côté américain, il y avait quand même une différence par rapport. C'est pour ça que les Israéliens continuent de frapper d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de service après-vente où effectivement ils continuent de frapper. Ils continuent de frapper les symboles du régime. Ils doivent aussi être en train de regarder, les Américains peut-être aussi, où les Iraniens sont susceptibles d'avoir caché leur matériel, notamment l'uranium enrichi à 60%, le fameux uranium enrichi à 60%. Comment est-ce que vous comprenez la phrase d'Emmanuel Macron qui dit il n'y a pas de cadre de légalité dans les frappes des États-Unis, je crois à la souveraineté des peuples et l'intégrité des territoires, il n'y a pas de double standard. Est-ce que d'une certaine manière, le président français, à tort ou à raison, ou ne le voulant pas forcément, malgré lui, est-ce qu'il n'est pas en train de protéger le régime des mollahs ? Je pense qu'il a dû ajouter quelque chose du genre, mais il faut absolument empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. C'est une position... Mais la bombe nucléaire, c'est une chose, mais là, je comprends votre question, Pierre, mais je pense régime. Oui, je pense que le double standard, c'est quelque chose qui est reproché aux Occidentaux, un peu dans le monde entier. Et donc le risque, c'est que désormais, encore plus qu'avant, parce que c'est déjà un reproche qu'on nous adresse, tous les pays qu'on appelle du Sud, le Sud global, appelez-les comme vous voulez, disent l'Occident bombarde l'Iran et trouve que c'est très bien, alors que c'est contraire au droit international, et nous demande de critiquer les Russes qui bombardent l'Ukraine.
Vous voyez, donc c'est ça la question du double standard. C'est un donc vrai. Vous voulez dire en langage diplomatique, cher Philippe Etienne, qu'il était obligé de le dire vis-à-vis du droit international. Je pense qu'il a eu la question, tout simplement. C'est un simple constat. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et qui posent cette question. Je vais vous poser la question autrement, Philippe Etienne. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas le renversement du régime des Mollahs ? Alors ça, c'est une question que je dois poser au président. Poser. Moi, je pense que, comme le président Trump l'avait dit jusque-là, comme les ministres américains l'ont dit jusque-là, on part du principe que effectivement, le droit international ne prévoit pas de droit de renverser des régimes étrangers. Et pourtant, ça a été fait par le passé plein de fois. Oui, mais justement, rappelez-vous 2003, quand on a eu ce cas de figure. Bon là, c'est différent. Je veux pas non plus comparer des choses qui ne sont que partiellement comparables, mais on n'était pas non plus favorable à l'époque à une intervention qui visait à renverser un régime sous un prétexte à l'époque, alors là, complètement faux. Là, vous parlez de l'Irak ? Je parle de l'Irak qui était soi-disant en possession d'armes de destruction massive. Bon là, c'est différent. Il y a ce danger nucléaire qui est un danger iranien contre la sécurité d'Israël, mais aussi contre la sécurité de l'Europe, etc. C'est différent. Mais malgré tout, on peut pas ne pas dire la situation du droit international. Encore une fois, ça n'empêche pas, et la France, je pense objectivement, on est obligé de le reconnaître, le président de la République actuelle et même ses prédécesseurs, comme les Européens, les Anglais, les Allemands notamment, ont vraiment tout fait pour s'engager, pour négocier, pour un accord qui empêche l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. C'est bien l'objectif. Ça fait combien de temps qu'on essaye d'avoir cet accord, Philippe Etienne ? Je vais vous dire 3 choses qu'il faut quand même avoir en tête. Ce sont les Européens qui ont le premier essayé. Si on n'avait pas commencé, quand je dis les Européens, c'est précisément les Anglais, les Allemands, les Français. Si on n'avait pas commencé en 2003, peut-être que l'Iran, il aurait déjà la bombe nucléaire, premièrement. Deuxièmement, c'est pas les Européens qui ont voulu l'accord nucléaire de 2015 que certains ont trouvé trop faible, y compris la France. C'est pas les Européens qui sont sortis du même accord nucléaire. C'est un pays qui s'appelle les États-Unis. Avec 2 présidents différents, certes, mais c'est quand même les États-Unis qui signent un accord. Il a été signé sous Obama et voilà, qui signe un accord qui a une autre vision des choses. Qui signe un accord que d'aucuns trouvent trop faible, et puis après qui sortent ces accords. Et enfin, en 2019, c'est nous qui voulons arriver à une négociation et qui parvenons presque à une négociation entre les États-Unis et l'Iran. Et celui qui empêche le résultat de cette négociation, c'est l'Iran. Trump, à l'époque, était prêt à négocier. Donc, on peut pas dire aux Européens, et notamment aux Français, qu'on n'a pas tout fait pour avoir cet accord. Vous conviendrez qu'il y a pas forcément un accord au sein même de l'Europe, puisque quand on entend Friedrich Merz qui dit que les Américains ont fait le sale boulot, j'ai pas entendu ça dans la bouche du président Macron. Je reconnais qu'il y a des nuances dans l'expression, et moi j'étais ambassadeur en Allemagne. Non, je crois pas. Je crois que les gouvernements négocient sur la même base pour essayer d'éviter une escalade. Je parle des gouvernements européens et pour reprendre la négociation. Je crois que dans l'expression politique, on voit ces nuances. Et vous savez, j'étais ambassadeur en Allemagne, et c'est normal en Allemagne une sensibilité encore plus forte qu'en France vis-à-vis d'Israël, pour l'histoire que vous connaissez bien. Donc, je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la déclaration du chancelier Merz, qui d'ailleurs n'a pas été sans créer certains remous dans son propre pays. Mais nous sommes tous d'accord en Europe. Donc vous ne diriez pas qu'aujourd'hui l'Europe est isolée par rapport aux États-Unis sur une volonté de poursuivre un travail qui est soit effectivement la destruction du nucléaire iranien jusqu'au bout, puisque vous l'avez très bien mentionné, on n'est absolument pas sûr de cela, ou alors carrément jusqu'à la fin du régime. Reza Pahlavi, qui prend la parole rarement aujourd'hui, a comparé ce moment de l'histoire à la chute du mur de Berlin. Non mais moi, je ne sais pas ce que le fils du Shah représente actuellement. Je ne suis pas un spécialiste de la société iranienne, mais en tout cas, personne en France, surtout avec les otages, vous avez parlé de Jacques Paris, Cécile Colère, à la prison des Vins, personne en France ne va se plaindre certainement si il y a une amélioration du sort des Iraniens, que ce régime soumet à une répression féroce. Et en plus, ils prennent des otages, y compris en France, des citoyens français. Donc c'est le sujet, on a aucune divergence. Les Européens, simplement, sont dans la position de ceux qui disent attention aux escalades, attention aussi à voir exactement quels sont les effets de ces bombardements. À un moment, il va falloir reprendre un processus politique. Merci beaucoup Philippe Etienne d'être passé par le studio d'Europe 1.